téléspectateurs de Global Africa Télé Sud, vous êtes dans votre émission Tumulte. Par une série d'émissions, nous nous pencherons sur le calendrier électoral de la Guinée-Conakry, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Gabon et des pays qui n'en ont pas non plus, qui n'ont pas prévu de faire du tout d'élections. Oui, ça existe. Donc, des législatives à la présidentielle, de fin 2024 à l'année 2025, ce sont des temps de promesses électorales. Est-ce qu'au bout de l'espoir, est-ce qu'au bout, les espoirs des peuples seront-ils comblés? C'est ce que nous allons voir avec mes invités. Malouk Youm, candidat de la coalition Samsa Kadou de l'Europe, il est également du parti de Khalifa Sall. Ensuite, Yaya Diallo, il est du PASTEF en Europe. Oui. André Bourgeot, c'est le plus jeune du plateau. Il est anthropologue, chercheur au CNRS. Et c'est un grand baroudeur de l'Afrique, du moins de l'Afrique de l'Ouest. Même si c'est délocalisé un peu vers l'Asie, il reste l'Africain, l'un des Africains le plus baroudeur de l'Europe. Disons-le comme ça. Alors, pour en parler, donc, nous allons rapidement rentrer dans le vif du sujet. Les élections législatives anticipées, Malick Youm, pourquoi, comment avez-vous pris le fait que le président Diomaye Faye ait pris sur lui d'anticiper les législatives au Sénégal? Oui, ben merci déjà pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs et je salue aussi nos téléspectateurs. Compte tenu du fait qu'ils sont arrivés au pouvoir donc, le 24 mars et qu'ils n'avaient pas une Assemblée nationale où ils avaient une majorité, je crois que de toute façon, il était obligé de dissoudre l'Assemblée nationale pour avoir une majorité qui puisse correspondre à la majorité présidentielle. L'Assemblée qu'il a trouvée, il ne pouvait pas la dissoudre aussitôt parce que dans la Constitution sénégalaise, on ne peut pas dissoudre une Assemblée nationale en deçà des 2 ans. Il faut avoir passé au moins, voilà. La législation en place doit avoir exercé pendant au moins 2 ans pour envisager de dissoudre ou de continuer. Tout à fait. Sauf que donc, quand il a posé la question au Conseil constitutionnel pour lui demander s'il pouvait dissoudre et quelle date serait la date optimale, la question a été posée au mois de juillet. Il a eu une réponse au mois de juillet, sauf qu'il n'en a parlé avec personne, en dehors des gens qui étaient de son camp. Et il a décidé, donc il n'y a pas très longtemps, la dissolution de l'Assemblée nationale, d'où donc toute cette précipitation qu'il y a eu déjà à faire les investitures au niveau des organisations politiques, à bâtir des coalitions et maintenant des intercoalitions. Alors, Yaya Diallo, oui. Dissoudre une assemblée dont on n'a pas la majorité, est-ce que c'est bon pour le PASTEF? Ben, je vais dire que le PASTEF était obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Quand vous suivez un tout petit peu la chronologie... Je vais plutôt dire, est-ce que le PASTEF l'a fait pour avoir des avantages et faire perdre des avantages aux autres? Non, le PASTEF a toujours pensé sur l'intérêt du peuple, l'intérêt du Sénégal. Là, quand on est arrivé il y a quelques mois, nous avons vu tout le monde qui suit la politique sénégalaise. Il y avait une majorité du président sortant. Et cette majorité, d'habitude, le Sénégal a vécu avec Abdoulaye Wade et avec Macky Sall, a vécu une alternance avec une Assemblée nationale de l'opposition. Mais celle-là n'a pas pu jouer le jeu parce que nous avons vu comme le président du groupe Abdoumbo qui était prêt à déposer une motion de censure. C'était des gens, dès le départ, qui ne voulaient pas coopérer. Et en même temps, le président était obligé de prendre des dispositions parce que les 2 ans qui lui permettaient de dissoudre l'Assemblée nationale arrivaient avec une Assemblée nationale qui refusait de coopérer. Mais ça se fait quand même avec un débat avec la classe politique, ce qui n'a pas été fait. Alors, André Bourgeot, en France, nous avons vu que les présidentielles sont passées de 7 à 5 ans pour justement permettre que celui qui va exercer ne mette pas, et les législatives se tiennent dans des délais raisonnables pour permettre à celui qui viendra exercer de ne pas être tombé, de ne pas tomber justement dans ce jeu où il faille dissoudre, redissoudre, recomposer.
Vous trouvez cette méthode plus efficace? Ouais, je crois que c'est un autre problème. Mais si vous permettez, je vais prendre en considération la première intervention qui souligne le fait que la dissolution de l'Assemblée nationale s'est faite un peu dans la précipitation. C'est le premier point que vous avez soulevé. Et que le deuxième point, ça ne s'est pas fait dans toute transparence. C'était ce que vous avez Absolument. dit. Maintenant, sur un plan politique au niveau des principes, je considère que le fait que il y a eu des élections présidentielles qui ont porté au pouvoir le PASTEF, et que dans ces conditions, il est normal que le pouvoir politique recherche aussi une adhésion populaire. Et cette adhésion populaire, elle passe par des élections législatives. Donc ces élections législatives vont se mettre sur pied, en place, à l'issue de la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça me paraît logique sur le plan politique. Qu'est-ce que le peuple sénégalais va confirmer l'élection des présidentielles? Si effectivement il le conforte, le pouvoir exécutif, donc le pouvoir politique, aura tous les moyens pour mettre en œuvre sa politique. Dans le cas contraire, si à l'issue des élections législatives, il s'avère que c'est l'opposition qui devient majoritaire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura une cohabitation? Sur quels critères? Qui sera susceptible d'assurer la fonction de Premier ministre? C'est tout ça qui est en jeu, enfin, en tout cas de mon point de vue. Donc, sur le plan politique et sur le plan de la transparence politique et sur le plan de la démocratie, je considère normal qu'un pouvoir présidentiel cherche à élargir, son pouvoir. Enfin, c'est comme ça que je l'analyse. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'analyser. Alors, est-ce que donc Malick Youm trouve aussi logique que Macky Sall, Diomaye Faye cherche à asseoir son pouvoir, et du point de vue présidentiel et du point de vue législatif. Alors qu'on sait que ça sera très serré, la compétition sera très serrée parce que Macky Sall a décliné un poste pour justement aller se positionner et renforcer et resserrer les rangs pour justement ne pas perdre la majorité qui est la sienne actuellement à l'Assemblée. Oui, tout à fait. Je voudrais juste rebondir sur son intervention avant de répondre à votre question, bien entendu. Alors, il a fait le grand saut en disant que c'est Abdou Mbow qui était responsable des parlementaires de Benno Bokk Yakaar qui avait menacé de déposer une motion de censure. Je pense que c'est vite allé en besogne. Ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont arrivés au pouvoir, parce que comparaison n'est pas raison, il a cité le cas de ce qui s'est passé en 2000. Effectivement, le Parti socialiste battu avait la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, mais un bon gentleman, un bon républicain, le président Abdoulaye Wade s'est rapproché du Parti socialiste, a échangé via le président de l'Assemblée nationale pour voir comment le Premier ministre nommé pouvait faire sa déclaration de politique générale, et tout s'est passé, il n'y a pas eu de motion de censure ni rien. Ils ont déroulé jusqu'à ce que la Constitution puisse lui permettre de dissoudre, et il a dissous l'Assemblée nationale pour avoir une majorité. Dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu de discussion, il y a plutôt eu une démarche de mépris vis-à-vis de la majorité à l'Assemblée nationale, et avec un Premier ministre, donc Ousmane Sonko, qui n'a pas arrêté de faire une fuite en avant, disant dans un premier temps qu'il ne pouvait pas faire de déclaration de politique générale tant que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'était pas changé, parce que dans le règlement intérieur, le poste de Premier ministre avait été supprimé, puis remis en question, et il n'y a pas eu une modification normale voilà. Donc, je voudrais juste préciser, en tout cas, oui, c'est ça qui a empêché le... C'est par rapport au temps qui sera reparti entre vous deux. Si vous lui répondez, je trouve tout à fait normal qu'il dise... J'ai posé une question, il faut répondre aussi à la même. Sinon, on laisse Yaya Diallo. Moi, je voulais répondre sur la transparence ou le truc. Nous avons vu, nous vivons tous en France. Tout récemment, la dissolution de l'Assemblée nationale française. Emmanuel Macron l'a fait sans consultation, même son propre parti. Il l'a fait tout seul, en solo, à l'Élysée. Oui, mais est-ce que comparaison est raison? Parce oui, que ça n'a rien à voir. Macron, on a vu qu'il a finalement inutilement dissolu l'Assemblée parce qu'il va continuer à gouverner par 49.3 quand même. Non, mais on se demande alors pourquoi tout ça... On n'est pas dans la même situation. Donc, ce n'est pas les mêmes situations. Si, la situation politique
elles sont tous les mêmes parce que chacun cherche comment gouverner, comment faire avancer son projet. D'ailleurs, raison pour laquelle Macron a refusé le Front populaire de nommer un truc. C'est un truc. Revenons au Donc Sénégal. ce sont des décisions politiques et pas démocratiques. Mais Non, mais Soyons d'accord. revenons au Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu le président de l'Assemblée nationale. Jusqu'à la date de la déclaration de la politique générale du Premier ministre a été fixée. C'est en ce moment qu'ils ont compris que l'opposition, la nouvelle opposition de l'Assemblée nationale ne veut pas coopérer. Le président Diomaye, tout le monde reconnaît, c'est quelqu'un de bien posé. Et Sonko est président de PASTEF, n'est pas président de la République. Il jouait son rôle de l'autre côté, étant, quand l'opposition parle, il répondait. Ça n'a rien à voir. Moi, je dis aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est aller aux élections et voir, comme Oui, on l'a dit... parlera des perspectives plus tard. Voilà. Alors, André Bourgeot, démocratie et politique politicienne. Bon, moi, encore une fois, je ne caractériserai pas la décision prise par le président de la République du Sénégal de politique politicienne. Il me semble normal, en tout cas au niveau des principes, par-delà les problèmes de procédure, de contenu de la Constitution, etc., qu'un président élu largement majoritaire, je crois 54% des gens, cherche aussi à élargir son pouvoir et à consolider son pouvoir. La manière de consolider le pouvoir, c'est en passant par des élections législatives, c'est le peuple qui, en dernière instance, va déterminer la chose. Donc deux hypothèses, ou bien les élections législatives sont favorables au parti au pouvoir et au président de la République, ou bien il n'est pas favorable. Donc il va y avoir un problème d'ordre politique. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une coalition de l'opposition qui va présenter un candidat pour les secondes élections, ou bien est-ce que ce sera un parti politique qui sera majoritaire et qui permettra, à partir de ce parti-là, de prendre un Premier ministre? Moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui va se passer. Ensuite, il y a des rapports de force politiques qui vont se créer en fonction des élections politiques. Il va y avoir une lutte politique, dans le bon sens du terme. Hein. Le Sénégal, il brille aussi par ses comportements démocratiques à l'encontre d'autres pays bien sûr. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Ouais. Donc, en définitive, je pense que c'est une décision politiquement saine, parce que ça va clarifier, ça va permettre de mettre en œuvre une politique ou pas, de mettre en œuvre une politique en fonction des élections présidentielles. C'est mon point de vue en tout cas, je ne sais pas. Alors, dans les cafouillages politiques, Malick Youm, on a vu que le Sénégal a marqué des points souvent qui surprennent positivement. C'est de la prison que Khalifa Sall, le président de votre parti, gagne des élections, par exemple. Est-ce que vous croyez qu'il aura les mêmes chances dehors qu'il a eu en prison? Et est-ce que vous pensez vraiment que vous pourriez changer quelque chose, maintenir en tout cas Sonko dans l'opposition parlementaire et que les choses bougent parce que les Sénégalais auront confirmé la législature précédente? Alors, je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que le Sénégal est une vieille démocratie. Il peut y avoir énormément de bruit, de conflits, etc. Le jour des élections, les gens vont voter. Le lendemain des résultats, tout le monde va travailler et va vaquer à ses occupations. Donc, c'est ça la force première de notre pays. Après, maintenant, qui sait ce qui va se passer au lendemain de ces élections? Est-ce que, vous avez parlé de Khalifa Sall, mais je pense que vous vouliez parler de Diomaye Faye, qui est sorti de prison pour... oui, mais Khalifa Sall aussi, de la prison, a gagné des élections. Je parle bien de Khalifa Sall. Oui. L'ancien ministre, l'ancien maire de Dakar. Oui. Je parle bien de lui. Alors Khalifa Sall, dans le cadre de la grande coalition qu'on avait mise en place, il y a eu Askan Wi. Nous avons connu en tout cas des succès électoraux au local comme aux législatives. Mais je pense qu'ils auront énormément de difficultés à faire de manière automatique ce même pas. Alors là, est-ce que vous allez nous dire le contraire? Parce qu'on a quand même vu qu'ils ont passé, Sonko et Diomaye ont passé le ramadan en prison et ont fêté la fête de Korité, l'Aïd el-Fitr, au palais présidentiel.
est-ce qu'il y aura réédition où le peuple se dira, bon, on n'a pas eu suffisamment ce qu'on voulait. Vous savez, leur position de candidat et de président de la République ont divergé parce que les paroles de candidat, les promesses de candidat ne sont pas les comportements d'un chef de l'État, président de la République. Ont quand même déçu pas mal de gens parce qu'on ne les a pas vus à côté exercer leurs promesses, mais complètement à côté de la promesse. Est-ce que vous pensez qu'ils pourront rééditer Moi, je pense que je vous garantis que nous allons avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais a vu la réalité des choses. Dès qu'on est arrivé, déjà, le pays est en faillite économiquement. Tout le monde le sait, les rapports des Nations Unies. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a diminué un peu le riz et l'huile et d'autres choses. L'engrais, moi qui est un fils d'un paysan, comme Diomaye, comme d'autres, de la Casamance, l'engrais que les paysans n'avaient pas, cette année, les paysans ont eu les semences, l'engrais. L'entrée des écoles, on payait 10 000 francs pour ses enfants, on a réduit à 5 000. Il y a des petits avancées qui sont en train de s'opérer. Mais on n'a pas pu faire, parce que, comme je vous l'ai dit déjà, le pays est en faillite économiquement. En même temps, ils n'ont pas pu faire que la pirogue qui ramenait du poisson soit la pirogue qui... Aujourd'hui, ça, je vous rassure que les contrats, beaucoup de contrats sont suspendus. Que la mer, les poissons commencent à revenir. Parce que... Mais s'il y a toujours les contrats avec les multinationales étrangères, comment voudrez-vous que le poisson revienne? Le contrat n'est pas rompu, non? Oui. Ils n'en sont pas encore là. Non, je vous dis qu'il y a beaucoup de contrats qui sont arrêtés. Par rapport avant, il y avait même des gens qui pêchaient sans contrat, avec juste des prête-noms des Sénégalais. Nous le savons. Aujourd'hui, il y a des choses qui bougent. Par exemple, l'or de Sabadola. Les Sénégalais n'ont jamais vu l'or depuis des années et extrait. Personne ne l'a jamais vu. Et là, les jeunes ont montré l'or du Sénégal. Il y a plein de choses qui bougent. Mais il y a toujours eu de l'or au Sénégal ou dans les pays jusqu'à présent, où les Sénégalais vont travailler beaucoup dans les mines. De visu par le peuple sénégalais. Voilà. Donc, il y a l'optimisme de Malick Youm par rapport à son parti, à sa coalition du moins, et la boule de cristal de Yaya Diallo qui nous dit que le PASTEF va remporter les législatives haut la main. Est-ce que vous rentrez dans sa boule de cristal ou vous êtes du côté de Malick? Quand je donne des points de vue politiques, je ne me réfère pas à la boule de cristal. Je me réfère à des réalités concrètes. Absolument. D'une part. D'autre part, il y a le facteur temps. Le pouvoir en place actuellement, panafricaniste d'orientation socialisante, il a eu très très peu de temps pour engager des réformes de type structurel. Je dis bien de type structurel. Vous avez mentionné des décisions qui vont dans le sens de la satisfaction des besoins alimentaires du peuple. C'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Ça veut dire qu'il y a des processus, il y a des conceptions qui commencent à se mettre en œuvre d'une manière très concrète. Concrète, c'est le ventre. Donc à partir du moment où il y a une politique de prix, je suppose, sur les produits alimentaires de base, le peuple sénégalais, il se nourrit des produits alimentaires de base. Donc c'est quelque chose quand même qui va dans le sens, qui est porteur d'espoir, qui est porteur de transformation, beaucoup plus radical parce que beaucoup plus structurel. Vous faites référence à l'or, mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on rompt un contrat. Un contrat, ça se négocie, c'est des rapports de force, cette fois-ci, c'est le business qui intervient, et ça ne se fait pas en 15 jours, ni en 6 mois, ni en 1 an. Ce que je retiens, c'est qu'il y a création de conditions politiques qui peuvent aller dans ce sens. Et on verra ce qui se passerait justement au niveau du résultat des législatives. Là, on va voir qu'effectivement, le pouvoir en place actuellement, il aura tous les pouvoirs pour mettre en œuvre sa politique décrite lors des campagnes électorales. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de Global Africa Télé-Sud. Vous qui êtes sur Tumulte pour nous suivre avec mes jeunes et beaux invités. Nous prenons une petite pause et vous reviendrons dans quelques minutes. Mais attention, nous vous invitons à aller cliquer sur notre YouTube pour vous abonner. Nous sommes aujourd'hui 40 000 abonnés. Il en faut plus. Et c'est la chaîne qui est la chaîne de référence aujourd'hui avec la multiplicité, la diversité qui est présente en France. Nous l'avons également sur nos plateaux pour montrer que la France, c'est une culture diversifiée, riche et complémentaire avec les pays avec lesquels elle commerce.
Bienvenue dans l'univers de Noah Cosmetics. Nous vous proposons une gamme de produits à base d'ingrédients naturels, des produits mixtes adaptés pour la peau, les cheveux et le visage, et également pour toute la famille. Nous avons également une chaîne YouTube où nous recevons des professionnels et des passionnés du domaine du bien-être et de la bienveillance avec qui nous partageons leurs précieuses connaissances. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux. Nous revoici dans votre émission, même invité, même plateau, même chaîne, pour parler dans la série d'émissions qui sera la nôtre en rapport avec les élections qui se tiendront, les législatives d'abord au Sénégal, ensuite les présidentielles dans beaucoup de pays, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Gabon, etc., en 2025. Alors là, nous sommes sur le cas sénégalais. Est-ce qu'aujourd'hui, à Malicoum, vous pourriez nous dire que la vie politique sénégalaise, qui a toujours été émaillée de violence, même si ça n'atteint pas les proportions d'autres pays. On a vu, par exemple, depuis le début, un peu après les indépendances, le choc qu'il y a eu entre Senghor et Mamadou Dia, des rapports difficiles entre Wade et Abdou Diouf, où on a vu Talla Sylla quand même, hein, meurtri. À un moment, comment on appelle, Latif Coulibaly a dû avoir la protection policière pour avoir écrit Wade, un opposant au pouvoir, bien qu'il devienne après un ministre de Wade. Mais la vie politique sénégalaise reste émaillée de violence. Est-ce que on peut imaginer, on peut envisager qu'il y a de jeunes au pouvoir aujourd'hui, de jeunes gens, et qui pourront éviter cette violence qu'on a vue s'exercer jusqu'au dernier moment en 2024, avant les présidentielles? Ouais, alors, je suis désolé de dire le contraire. Je pense que ces jeunes ont été manipulés. Et le niveau de violence qu'il y a eu dans la scène politique sénégalaise ces 4-5 dernières années, le Sénégal n'a jamais connu ça. Il y a eu de la violence, certes, mais c'était de la violence contenue. Mais une violence ayant généré des dizaines et des dizaines de morts, il y a eu 86 morts avant que ces gens n'arrivent au pouvoir. Et je pense que c'est le fruit à la fois de la fougue de la jeunesse, d'une volonté... Oui, mais ça ne donne pas le droit de tirer à balles réelles, quand même. Voilà. Bonne question. Qui a tiré à balles réelles? Oui. C'est ça la question. Qui a tiré? Oui. Qui a tiré la... Oui, vous pouvez interagir. Non, mais... Allez-y. Non, ce que je veux dire... Allez-y, je vous laisse face à face. Ce que je veux dire, je vais juste finir, si tu me le permets. Oui, vas-y. Bon, voilà. Le niveau de violence qu'il y a eu a dépassé toutes les bornes. Et il y a eu énormément de morts. Mais tout ça a fini par une loi d'amnistie qui a absous tout le monde. Et personne ne sait qui a tué qui, comment les choses se sont passées. Et nous savons tous que ces gens ne sont pas sortis de prison comme ça, du jour au lendemain, et qu'ils ne sont pas arrivés au pouvoir aussi du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis pour que la loi d'amnistie soit purement et simplement abrogée. Ils sont aujourd'hui au pouvoir. S'ils veulent savoir ce qui s'est passé, s'ils veulent savoir, je vais juste finir, s'ils veulent savoir les véritables auteurs, ils n'ont qu'à commencer par abroger la loi d'amnistie qui absout un peu tout le monde. Mais moi, je peux te rassurer, chers compatriotes, que cette loi d'amnistie, dès qu'on a la majorité à l'Assemblée, nous sommes preneurs parce que tout le monde le sait, tu le sais, je le sais. Et je ne le sais pas du tout. Le savent que c'est le pouvoir Macky Sall que vous êtes alliés aujourd'hui, en plein jour, devant des polices nationales, devant la gendarmerie nationale, qui tirait sur les manifestants en plein jour, avec des fusils. Tout le monde, les vidéos sont là. Même France 24 a fait le reportage. Nous sommes là-dessus, nous sommes à l'aise. Nous allons, dès qu'on a la majorité à l'Assemblée, cette loi va être modifiée
et que nous allons donner tous les éléments à la justice pour aller au fond. Mais pour aujourd'hui, vous êtes coalisés avec Macky Sall qui a maté les 83. Non, mais ce que j'ai compris, on va ce juste que prendre j'ai date. compris dans le raisonnement de Youm, Oui. c'est peut-être le PASTEF aussi qui a tué. Oui, On va il juste. suppose ça Non, dans- je ne suppose. dans son- Je dis. dans son raisonnement, non. Vous dans son n'avez rien non. affirmé, Non. ne craignez rien par rapport à la justice. Comprenons-nous très bien. Vous vous C'est comme questionnez. Comprenons-nous. En tout cas, Non, comprenons. c'est le pouvoir sortant et le pouvoir actuel qui étaient face à face dans ces tueries-là. Comprenons-nous. Qui se faisaient face Comprenons- pour qu'on ait eu ce nombre D'accord. de morts. Donc, qui soupçonnez-vous? Alors comprenons-nous très bien. C'est un néo-pastéfien, je crois qu'il est dans PASTEF depuis quelques mois. Donc, parmi les gens de l'opposition à Macky Sall qui se battaient pendant 12 ans, j'étais du côté de ceux qui se battaient contre le régime. Il était dans Benno Bokk Yakaar. Donc c'est ça la réalité. Il était donc du côté du fameux régime qu'il veut aujourd'hui rejeter. Mais ça, c'est le droit de tous les renégats. Généralement, ils confondent le droit d'inventaire et le devoir d'allégeance. Mais ça, c'est autre chose. Ce que je dis en tant que républicain, en tant que citoyen, les Sénégalais ont besoin de savoir ce qui s'est passé dans ce pays. Et moi, je te rassure qu'ils le alors, sauront. si tu peux peut-être ne pas me couper, ce serait bien, parce que je ne te coupe pas. La contradiction, moi, ça ne me dérange pas que vous vous coupez. non, mais la Tant que contradiction, vous ne vous giflez pas, vous pouvez non, vous couper. on ne se y a pas de giflera problème. jamais, c'est un ami de plus de 30 ans. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les Sénégalais ont le droit et le devoir de savoir ce qui s'est passé. Ça, Aujourd'hui, Malik, je te rassure, tu ne peux pas me rassurer, tu n'as aucune responsabilité Mais ça, dans je le te régime en rassure. place. Tu parles en tant que néo-militant. Non. J'attends d'entendre une position officielle, soit du Sonko Premier va le ministre dire. qui est extrêmement bavard, ou du président de la République qui est très taiseux, qui nous disent réellement que le jour où ils auront une majorité parlementaire, ils vont purement et simplement abroger la loi d'amnistie. Donc ce que tu dis n'engage que toi. je Alors, te je confirme, vais me je retourner, dis, je vais ça me retourner. engage Ousmane Sonko, C'est le président du PASTEF. c'est absolument faux. Inch'Allah, Rabbi, comme on dit au Sénégal, après les élections le 17 novembre, on a une majorité. Tous ces dossiers-là vont être... D'ailleurs, quand vous regardez Ousmane Sonko dans son bureau, les 83 morts sont sur une portrait. Mais c'est du devant son cosmétique. bureau. C'est du cosmétique, ça C'est signifie pas- strictement rien du tout. Si c'est du cosmétique, Qu'est-ce on que le tu dis? verra dans... Mais c'est Qu'est-ce que tu- peut-être Non, mais un qu'est-ce que symbole tu- de martyr. Non, mais Non, qu'est-ce qu'il c'est dit? pour prouver Qu'est-ce qu'il que dit? Ousmane Sonko ne va jamais oublier ces 83 morts. Oui, oui, c'est parce ça. que Mais je pense le qu'il les PASTEF oubliera. n'est pas responsable Je de pense ça. qu'il ne les oubliera jamais. Oui. Ça a sorti la semaine dernière, lors du meeting de Thiès, où il disait que sa fameuse grève de la faim, en fait, c'était de la comédie, c'était de la stratégie pour gagner du temps. Quand tu dis que tu fais une grève de la faim et que les gens se mettent à se battre et que tu aies toi-même une stratégie pour gagner du temps, ça veut dire que c'était une vraie fausse grève de la faim. S'il y a un mort, Qui a deux morts, augmenté trois le morts, un niveau mort, de- on s'arrête. Mais ça veut Mais dire on peut que pas c'est- aller jusqu'à ce c'est qu'il y ait une stratégie- 83 morts. C'est une stratégie Malik, qui a... je te- Non, On ne attendez, joue pas permettez- avec la vie permettez des que gens. j'intervienne. Attends. Ça veut dire que c'est une stratégie... Non, j'arrive. Une stratégie qui a augmenté le niveau de violence au Sénégal. Absolument. Non. Alors, non. Là, vous Je avez veux juste échangé... rester Je en- vous ai laissé échanger entre vous. Il y a Bourgeot qui n'a pas intervenu. D'accord. On va lui donner... Il ne faut pas qu'il se sente comme figurant, tout simplement. Il faut qu'il parle aussi. On aura le temps de revenir pour que chacun de vous renvoie chacun la balle à l'autre. Hein. Moi, ça m'arrange. Mais, alors, est-ce qu'on peut envisager moins de violence lors de ces législatives-là, parce que les esprits se seront peut-être calmés, qu'il y aurait peut-être eu un peu plus de maturité, que les Sénégal se disent aujourd'hui enfin, nous pouvons organiser des élections sans nous opposer, des élections patriotiques, sans qu'il y ait autant de violence qu'on en a connu ces dernières années. Je commencerai par répondre à la première question. Qui a tiré? Ce que je peux affirmer, c'est pas moi. Ça, j'en suis sûr. En revanche, il y a eu mort d'homme. Tout mort d'homme implique une enquête. Absolument. Ça me paraît tout à fait logique. Hein. On a tellement connu en France comme ça à la faveur de manifestations, notamment en octobre de 1960 et quelques, pendant la guerre d'Algérie. C'est que nécessairement, il faut une enquête pour trancher. Apparemment, vous prenez position par rapport à cette enquête. C'est clair. Et que vous prenez position au nom du PASTEF. Oui, Oui, donc c'est un engagement qui est Mais en tant que extrêmement- militant.
c'est une position de Ousmane Sonko. Absolument, Oui, c'est faux. Ça, c'est clair. Où et quand? Attendez, Il nous dit la position officieuse de De Ousmane Ousmane Sonko, Sonko. Je le dis. qui sera Non, peut-être devant les caméras. officialisée. Non, On attend de voir. De toutes les façons, on aura le temps de rebattre, de redébattre exactement. sur ça C'est pour savoir si ce que Yaya Diallo nous a dit sera confirmé ou pas. C'est important que ce soit dit publiquement par des auditeurs qui vont entendre ce que vous avez dit. Oui. Donc au moment des élections, ou bien effectivement ils prennent la décision d'engager une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, une enquête juridique avec une indépendance de la justice, et si ce n'est pas le cas, ça va se retourner contre le PASTEF. Le PASTEF n'a pas du tout intérêt à annoncer des choses comme ça s'il n'a pas l'intention... Alors, Attendez. le Pour PASTEF le n'a moment- encore rien annoncé. C'est Yaya Diallo qui a C'est parlé. Yaya Diallo qui... Et moi, je le parle au nom de PASTEF. Je Voilà, vous dis, moi, ce qui Ousmane Sonko va engager une enquête sur ce dossier. Mais il n'y aurait pas eu la loi d'amnistie, Ousmane Sonko n'aurait pas été candidat. Si je peux terminer, Allez-y. moi ce qui m'importe, c'est ce que dit le représentant du PASTEF. Donc je suppose qu'il est mandaté, probablement, pour tenir ce type de propos. Très bien. Je ne le Donc, moi, pense ce qui m'importe, c'est qu'au résultat des élections législatives, on va voir ce que va faire le PASTEF. C'est ça. Si effectivement le PASTEF prend, s'il arrive au pouvoir, et effectivement s'il prend une décision d'engager une enquête, c'est parfaitement démocratique. Et politiquement, c'est même très très sain qu'il y ait cette enquête-là. Il y a dans la violence physique et armée politique, il n'y a jamais un seul responsable. Il y a toujours deux responsables, puisque c'est des oppositions qui s'affrontent. Maintenant, quelle est la responsabilité première? C'est ça qui est important, c'est ça la question qui a été posée. Bon, moi je suis un peu extérieur à tous ces enjeux-là, mais sur le niveau du principe, je souligne qu'un engagement a été pris au nom du PASTEF qui dit si on arrive au pouvoir après les élections législatives, nécessairement il y aura une enquête dans le contexte d'une justice indépendante. C'est ce que vous avez voulu dire. Exactement. Ce dont vous remettez en cause l'intention proclamée. Mais c'est par totalement Sonko. faux. La preuve, c'est que pour la loi d'amnistie, ils n'avaient pas voté contre. Donc il y a eu voilà, ils sont partis un peu dans tous les sens. Il y aurait eu une abrogation de la loi d'amnistie, Ousmane Sonko n'aurait pas pu être candidat lors de ces dernières législatives. Non, Ousmane Sonko pouvait être candidat parce qu'il a été jugé avant l'élection présidentielle par un juge à Ziguinchor qu'il avait demandé que la justice, que le ministère de l'Intérieur le remet dans le fichier. Ousmane Sonko n'a rien à voir avec l'amnistie. Parce que ça, c'était le régime de Macky Sall qui a refusé. Aujourd'hui, on était en face des gens qui ne respectaient pas la loi. Parce que Macky Sall, le 3 février, quand il a déclaré l'interruption de l'élection présidentielle, il n'avait pas le droit. C'est le Conseil constitutionnel qui a pris en son sein pour pouvoir sauver le Sénégal. Ce n'est pas Macky Sall. Macky Sall, avec son régime, refusait à tout prix à appliquer la loi. Quand on est en face d'un régime pareil, il fallait avoir une stratégie. C'est ce qui explique Sonko. François Mitterrand l'a eu avec Général de Gaulle en 1965 ici. Le coup d'État permanent. Tout le monde le sait. C'est comme ça la politique. Non mais alors, franchement... S'il vous plaît, oui. est-ce que l'on peut tomber d'accord sur le fait qu'on ne peut pas anticiper, donc il faut attendre, ce que je disais tout à l'heure, le résultat des législatives, pour voir ce que fera le parti au pouvoir, donc le PASTEF, sur la loi d'amnistie. Tout à fait. Sinon, on va partir dans tous les sens. C'est ça. Et on n'est pas en mesure de prendre une décision. Moi, ce que je retiens, c'est que le discours politique, ou bien il est sincère, honnête, ou bien mensonger. Si, effectivement, le PASTEF arrivant au pouvoir ne prend pas cette décision, ce sera un mensonge. Tout à fait. Donc ça va se retourner contre elle. Non, mais- Absolument. non, alors, Bon, voilà, donc je vais reprendre la main de cette émission après le ping-pong des invités Tout à fait. qui m'ont oublié. Nous avons complètement oublié. Alors, donc, quelques secondes à chacun de vous pour nous faire une belle promesse quand même, hein, dans cette deuxième partie de l'élection, que c'est la question de la violence qui pourra définitivement ou vraiment être un mauvais souvenir pour les Sénégalais lors des élections. Alors, je suis obligé d'être pessimiste. Pessimiste déjà, on a parlé de l'histoire, mais parlons de présent. Il y a 2 ou 3 jours, Abbas Fall, un des grands responsables du PASTEF, tête de liste aux élections législatives à Dakar, donc au niveau de la capitale, a fait un appel à la violence, disant très clairement, et je parle donc sous ton contrôle, appelant les militants à venir armés de couteaux, de fusils
et de hache, parce que nous sommes en période électorale, et il paraîtrait que dans une loi qu'il a imaginée dans sa tête, en période électorale, on pouvait tuer et on bénéficiait d'une immunité, totale. Alors la conséquence directe, c'est quoi? C'est que le même soir, le siège de Tahrir au Sénégal, donc de Khalifa Sall, a été incendié. Il y avait 5 personnes qui ont failli mourir parce qu'il y avait 5 personnes qui dormaient en pleine nuit. Donc on ne peut pas envisager l'élection sénégalaise sans violence. Vous savez, aujourd'hui, il y a des dérapages verbaux où les gens, dans cette truc-là, moi, je n'ai pas écouté Abbas. Ça, c'est défendre l'indéfendable. Plus la vie. Non, je n'ai pas écouté ce que Abbas Fall a dit, ce que je sais que Sonko l'a dit hier dans son meeting à Hambourg, non, à Thiès, à Hambourg, oui, il a dit, il condamne fermement ceux qui font la violence ne font pas partie du PASTEF. Le PASTEF fait partie d'idées. Merci. Il nous reste quelques secondes, le temps qu'intervienne Bourgeon. En quelques secondes, c'est la notion de violence. Il y a différentes formes de violence. Il y a des violences qui sont acceptables, qui participent de la lutte politique pacifique. Maintenant, quand on a recours aux armes pour régler des problèmes politiques, ça c'est inacceptable. Absolument. C'est complètement inacceptable. On est tout à fait d'accord. Oui, je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat. D'où la nécessité. Bon, Ousmane Sonko, s'il a condamné... Il ne l'a pas condamné. Hein. Et c'est extraordinaire. Parce qu'on a parlé de ce sujet avant l'émission. Il était bien au courant. Ouais, le distinguo entre condamné et... Voilà, d'accord. C'est un distinguo qui est effectivement un peu spécieux, qu'il faut prendre en compte. Merci beaucoup. Fort que Ousmane Sonko, quand même, qui a fait de la prison, qui sait ce que c'est que la lutte politique. Qui cautionne toute forme de violence, surtout dans l'extrême. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour le moment. Non, si vous permettez, je termine. Il y a toujours des débordements. Ces débordements, ils sont acceptables ou condamnables. Apparemment, ils seraient condamnables. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous nous retrouvons encore dans quelques secondes avec les mêmes beaux garçons sur le même plateau. 3 beaux garçons avec moi seul. Il faut les saluer. Donc, nous reviendrons dans quelques secondes après cette petite pause. Bienvenue dans l'univers de Noah Cosmetics. Nous vous proposons une gamme de produits à base d'ingrédients naturels, des produits mixtes adaptés pour la peau, les cheveux et le visage, et également pour toute la famille. Nous avons également une chaîne YouTube où nous recevons des professionnels et des passionnés du domaine du bien-être et de la bienveillance avec qui nous partageons leurs précieuses connaissances. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux. Retour sur le plateau du tumulte sur Global Africa Télé Sud avec les mêmes garçons et la même maman, la même femme. Je veux dire. Alors, pour parler dans le cadre de notre série d'émissions sur les calendriers électoraux de la Guinée, Conakry, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, entre législatives et présidentielles, qu'est-ce qui attend le peuple? Est-ce que les espoirs vont renaître? Nous en parlons justement sur ce plateau avec mes invités. Alors, nous allons consacrer cette dernière partie de notre émission à voir les perspectives, surtout économiques, pour retenir la jeunesse, parce qu'il y a eu beaucoup de promesses économiques au Sénégal par les différents candidats d'ailleurs. Et il y en aura parce que aujourd'hui, il est question de revoir avec les partenaires étrangers, les partenaires économiques et investisseurs, quelle sera la bonne part du Sénégal dans la construction de l'économie. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour ne pas que nos enfants aillent mourir encore dans le désert ou la Mauritanie ou la Méditerranée, et qu'encore les bateaux de pêche servent à pêcher et non pas à être interceptés par les gardes-côtes européens? Je vais lui faire la politesse. Oui, nous avons, le président Diomaye vient de sortir jusqu'à 2050 un programme qui va remplacer, il y a plein de choses qui sont déclinées là-dedans. Les premières choses, c'est pour l'emploi, moderniser l'agriculture et renégocier les licences de pêche
pour permettre que les femmes, tout le monde sait que dans les villes côtières du Sénégal, avant tout ça, il y a 10 ans, 15 ans, il y avait 1 400 000 personnes qui vivaient sur ces zones. De Saint-Louis. De Saint-Louis, Hambourg, à Kayar, et oui. partout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redonner les bateaux de pêche, pouvoir avoir du poisson. C'est pour cette raison que nous avons stoppé les licences de pêche d'autres sont en train d'être renégociées. Et dans l'agriculture, je l'ai dit dans le débat, l'agriculture cette année, on est arrivé à 2 mois de l'hivernage, on n'a pas pu donner assez de semences, assez d'engrais, mais l'année prochaine, le gouvernement va beaucoup s'investir sur l'agriculture, parce que le Sénégal aujourd'hui, l'agriculture peut prendre beaucoup sur l'emploi. Troisième chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider aux femmes de développer des projets, soit agricoles ou commerciaux. Aujourd'hui, Madame Aïda Mbodj est en train de faire. Tous les ministères sont mobilisés pour créer de l'emploi, notamment aussi sur l'environnement. Nous savons aujourd'hui, vous avez vu les dégâts que ça donne en Europe ou en Afrique, même au Sénégal chez moi, ça ne pleuvait même pas jusqu'au mois d'octobre, ça a plu jusqu'à la semaine dernière. Ça veut dire que le dérèglement climatique est réel. Ça aussi, il faut que le ministère de l'Environnement prenne en compte. Il y a de l'emploi. Ça veut dire le reboisement du Sénégal, parce que la moitié du pays est presque désertique. Ouh, ça, c'est un vaste programme. Alors, Malick Youm, Sam Sakadou, en Wolof, en français, ça veut dire proteste à part. Non. Proteste à part. Non, Sam Sakadou, c'est respecter sa parole. Respecter la parole donnée. Kadou Douale. Kadou, c'est parole. Kadou Douale, d'abord, il faut qu'on ait Kadou Douale là. Ah, d'accord. Donc, Sam Sakadou respecte ta parole. Voilà. Alors, quel engagement vous avez pris pour faire espérer les Sénégalais, que la jeunesse puisse vivre des ressources du pays? Quelle est donc la parole? Alors très bien, je vais répondre à mon cher ami Yaya. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose de ce qu'il a dit. Moi, j'ai compris très peu de choses. Les gens se sont battus pendant des années et des années pour défendre un projet. Un projet qui s'est avéré être fictif. Et Ousmane Sonko disait à l'époque que 4000 cadres intellectuels sénégalais du Sénégal et de la diaspora ont réfléchi et ont mis en place un projet qui va être le projet révolutionnaire, qui va basculer définitivement le Sénégal dans la rupture avec la création d'un nouveau système, etc., etc. Et donc, il parlait de changement systémique. Quand il est arrivé, donc, il n'a pas fait de déclaration de politique générale, ça pouvait se comprendre parce qu'il n'y avait pas de projet. Et au fil du temps, les Sénégalais se sont rendus compte que ce fameux projet était fictif, il n'a jamais existé. Et il n'y a pas très longtemps, le projet a été décliné, Vision 2050, et ça a été produit par le même cabinet qui a participé à la création du plan Sénégal émergent du président Macky Sall. Et donc l'auteur, c'est Victor Ndiaye. Donc on est passé de 4000 cadres à une personne. Ensuite, dans même la posture, on sent des gens qui sont inexpérimentés. Ils sont inexpérimentés et c'est ça qui va faire en sorte que le pays va être plongé dans de véritables difficultés. Il a utilisé, au début de l'émission, il a parlé de pays en faillite. Ah ben oui. Il a parlé de pays en... alors, si tu veux juste me laisser terminer, il a parlé de pays en faillite. 18 000 milliards de dettes. Ce que Yaya n'a pas compris, et que Ousmane Sonko aussi n'a pas compris, parce qu'il continue à être l'opposant de Macky Sall, or c'est lui qui est arrivé au pouvoir, que ces paroles populistes d'opposants sont devenues des paroles qui engagent l'État du Sénégal et de la République, et que ces paroles ont... Mais les Nations Unies ont reconnu quand même... Non, c'est totalement faux ce que tu dis, mais laisse-moi finir. Le FMI, ce n'est pas les Nations Unies. Laisse-moi juste... C'est totalement faux. Si. C'est totalement faux. FMI est une agence partenaire des Nations Unies. Non, mais ce que je veux dire... Ce que je veux dire, tout simplement, le FMI n'a jamais reconnu
ce que tu viens de dire. 18 000 milliards. Non, mais je parle pas des dettes. Avec tous les pays du monde ont recours à des dettes. Oui, mais... Tous les pays du monde. Alors, si tu peux juste me laisser terminer par rapport à cette histoire de projet, etc. Donc, quand le Premier ministre Ousmane Sonko sort en disant que le Sénégal est un pays en ruine, oui, c'est une vérité. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Alors, je ne sais pas si je peux finir ma phrase. Bon, d'accord, je pense que c'est très important ce que je vais dire. Oui. Quand le Premier ministre sort et dit que le pays est en ruine, quand il se base sur un rapport qui n'est même pas validé par la Cour des comptes, qui est l'institution dont la vocation, alors maintenant je vais parler plus fort, comme ça va te permettre de ne pas me couper. Non, je veux dire, les contre-vérités, il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Non. Donc je dis, et je répète encore une fois de plus. Battez-vous, tuez-vous, mais ne vous faites pas de mal. Voilà, mais qu'il me laisse parler, j'ai été très courtois et très poli. Oui, mais je t'ai laissé. Non, mais voilà, tu sais. Parce que non, mais tu fais du meeting. Plus que tu me coupes, meeting avec qui? Avec toi? Non, tu me laisses terminer, je parle des contre-vérités et du poids de ces contre-vérités-là. Quand Ousmane Sonko sort et dit que le pays est en ruine, quand Ousmane Sonko sort et se base sur un rapport qui n'a pas encore été validé par la Cour des comptes, la conséquence immédiate, c'est quoi? C'est un déclassement du pays. Au niveau des notations de l'ensemble des agences, au niveau, non, mais attends, tu parles de choses arrête de parler de la France, on parle du Sénégal. Oui, mais et je parle de domaine que je suis économiste. Je suis économiste, je suis macroéconomiste. Oui. Je suis économiste, je suis macroéconomiste. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a 18 000 milliards qui est en dette. Non, je ne parle pas. Je ne parle pas. Sénégalais à 1 million CFA. Je ne parle pas de la dette, ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est un homme, un liver, qui est à la tête du gouvernement, qui utilise des phrases qui ont aujourd'hui un poids. Ça veut dire aujourd'hui, l'accès qu'on doit avoir pour pouvoir avoir des financements extérieurs va devenir difficile. Pourquoi? Parce que déjà, les agences de notation, mais parce qu'il ne sait pas. Non. Il est incompétent, c'est un nul. C'est un nul. C'est le Premier ministre le plus nul de l'histoire du Sénégal. C'est le Premier ministre le plus nul du Sénégal. On va baisser la tension avec... C'est un débat. Parce que tu me coupes. On va baisser la tension, cher. C'est pas un argument. C'est un argument. Non. C'est la réalité. Beaux gosses. Vous êtes deux beaux gosses. On va un peu baisser la tension. Oui, attendez, permettez que je reprenne la main, s'il vous plaît. Ce que tu dis est totalement... Et avec des détournements, Ousmane Sonko, la semaine dernière, a trouvé quelqu'un qui a 1 000 milliards dans son compte. Ce qui est faux. Comment un Sénégalais peut-il avoir 1 000 milliards? On verra. Non, il l'a dit publiquement. Non, mais il raconte des histoires. Oui, mais ce sont des fariboles. Oui. Comment un Sénégalais peut-il avoir dans un compte 1 000 milliards? Vous prenez les banques sénégalaises, écoutez. En dehors d'une banque, aucune banque n'a ce niveau de dépôt. C'est totalement faux. Bon, vous permettez que je sorte la tête de l'eau finalement. Voilà, donc... militant du live. Bourgeot, André, dites-nous, est-ce que quel espoir on peut avoir aujourd'hui quand on attend qu'une majorité se dégage au Sénégal par rapport au Premier ministre? Il sera peut-être de l'opposition ou du pouvoir. Qu'est-ce qu'on doit y attendre? Le peuple, la jeunesse surtout doit y attendre. Bon, moi je voudrais sortir des débats sénégalo-sénégalais pour aborder le problème d'une manière non nationale. Apparemment, c'est le débat national que vous êtes en train de discuter sur les projets. Il y a quand même une situation complètement nouvelle en Afrique de l'Ouest. Il y a eu la création de l'Alliance des États du Sahel, transformée en confédération, qui développe aussi des relations commerciales sud-sud. Donc c'est quelque chose quand même qui est à prendre en considération. C'est-à-dire, j'imagine difficilement que le Sénégal ne va pas s'inscrire dans cette dynamique. Si je prends pour exemple le Niger a déjà créé des sociétés nationales sur les mines, sur le pétrole, etc. Donc c'est une nouvelle configuration politique et c'est une nouvelle ouverture aussi dans les relations commerciales et économiques qui sont fondées sur
sur l'affirmation de souveraineté politique. Mais la souveraineté politique, c'est une chose. Il faut aussi la souveraineté économique. Et on retombe sur ce problème de l'Alliance des États du Sahel, qui n'a qu'une existence d'1 an, donc on n'a pas pu transformer les choses, mais que d'ores et déjà, il y a déjà des relations commerciales sud-sud. Or, les partis progressistes, notamment français, ont toujours défendu cette position-là, pour faire en sorte que ces États dits indépendants sortent de la tutelle française. Et pour ce faire, il fallait développer les relations. Je suppose que l'orientation politique du Sénégal, c'est ça. Socialisante. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Je parle. Ouais, allez-y. Je ne vais pas dire oui. Moi, je ne suis pas détenteur de la vérité, mais j'ai le souci du devenir de ces pays-là. Dans un contexte mondial complètement différent, que vous le vouliez ou non, on voit bien qu'il y a mise en place d'un nouvel ordre mondial. Oui. Et ce nouvel ordre mondial, il s'applique aussi au niveau des réalités nationales et locales. C'est ce processus-là qui est en œuvre. Moi, je considère que c'est quelque chose qui est porteur d'espoir. Bon, alors on dira que l'AES avec la CEDEAO, je m'excuse, mais la CEDEAO n'a jamais été une organisation sous-régionale particulièrement progressiste. On a dit que c'était même les syndicats des chefs d'État. Donc il y a quelque chose... Attendez. Non, moi, la CEDEAO, j'ai beaucoup de respect parce que... Non, mais... Écoutez, je vais mettre ma touche personnelle. Ah oui, mais un instant. Je peux terminer ou non ? Je suis également de l'Afrique centrale par ma naissance. J'ai vu ce que c'est que la CAC. J'ai vu ce que c'est que la CEMAC. J'ai vu ce que c'est que la CEDEAO aussi. Quand je prends ma voiture, j'achète une voiture au Bénin, que je la conduis jusqu'au Sénégal et que sans tomber sur les... Si je ne tombe pas sur les agents véreux sur la route... Mais attendez, entre Kinshasa et Brazzaville, je ne peux pas faire ça. Il faut d'abord des jours d'organisation administrative, de papier administratif pour y arriver et prendre des heures pour traverser 7 km de fleuve. Je vous dis, c'est un moment. C'est-à-dire, oui, le raisonnement, si c'est dans le cadre purement politique qu'il faut condamner les prises de position politiques, parce que je suis d'accord que lorsqu'il y a eu le coup d'État au Mali, à l'époque, il y avait Macky Sall qui essayait de faire une bifurcation constitutionnelle, que... Bon, un instant. Non, si j'ai rien à dire, je peux partir. Hein. Non, c'est juste vous expliquer que... Non, vous n'avez pas à m'expliquer, vous me posez une question, je réponds à votre question. Répondez alors. Ensuite, vous me direz que non. Bon, moi qui n'ai rien vu, qui n'ai absolument rien vu de ce que vous décrivez, mais je sais quand même observer, les relations entre la CEDEAO et puis la création de la Confédération, ça a un impact politique, ça a un impact aussi économique. Donc on voit bien que la mise en place de ce nouvel ordre mondial, il existe partout et dans certains domaines et selon les circonstances, les contextes politico-militaires, locaux et nationaux. C'est tout ce que je dis. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être porteur d'espoir. Ça ne veut pas dire pour autant que j'approuve les modalités d'organisation du politique et la mise en place de politiques répressives dans les pays de l'AES. Ce n'est pas du tout ce que je dis. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi cette création d'une confédération qui, de mon point de vue, était prématurée. Il fallait d'abord tester les capacités de réalisation de l'Alliance des États du Sahel, et ensuite passer à son institutionnalisation, est en contradiction totale avec la politique intérieure répressive. Je dis, je n'arrive pas à comprendre cette logique-là. Parce que le pouvoir, un véritable pouvoir, c'est la démocratie. Or, la liberté d'expression n'est pas acceptée si on ne dit pas des choses. Non, moi, ce n'était pas par rapport même à l'AES, mais par rapport au fonctionnement de la CEDEAO et d'autres institutions. J'ai juste voulu faire cette comparaison-là pour dire que... Je n'ai pas mis en cause... Si on enlève la touche politique... Je n'ai pas mis en cause le fonctionnement de la CEDEAO. J'ai simplement dit que la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel diminuait l'importance de la CEDEAO. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas un jugement de valeur, ce n'est pas une opinion, c'est un constat. Comme disait Mme Sadio, la CEDEAO, il y a 15-20 ans, la CEDEAO, moi je connais aussi la CEMAC, Congo-Brazzaville, comme tu dis, j'en connais un peu. La CEDEAO était en bonne avancée. À un moment donné, quand la CEDEAO est intervenue pour la Gambie, enlever Yaya Jammeh, un petit mot. Un petit mot par rapport à ça. Un petit mot d'espoir, j'espère, parce qu'il faut que le Sénégal sorte de la violence, que son économie s'épanouisse, que la jeunesse et le peuple sachent quel cap. Donnez-nous 6 mois, on vous... Je suis sur... D'accord, très bien. Alors, on va se promettre d'être plus gentleman, n'est-ce pas? Oui. Comme ça, le débat sera plus clair. Alors,
une contre-vérité venant de mon cher ami. Oui, mais là, non, c'est pas, c'est pas, non, mais attendez, il va bien, ça dit que le régime actuel a confirmé et affirmé son ancrage au niveau de la CEDEAO. Oui. Le régime actuel n'a jamais fait un pas vers l'AES. Non. Donc, Sinon, il m'a semblé... une médiation Non, Bathily. voilà. Donc, ils ont voulu, à un moment, faire en sorte qu'il y ait une réconciliation entre ces pays qui ont quitté la CEDEAO et la CEDEAO. Merci, ça sera le dernier mot parce que vraiment on a dépassé le Voilà. time. Désolé, j'espère que dans très peu de temps, voilà, justement, On se verra. après Dans 6 mois. les élections, après, Après les élections. on sera tous les 4 pour faire le bilan Tout à fait. De ce qu'on a dit. de ce qu'on a dit. Et on Merci à vous tous. Il y avait donc Malick Youm, candidat de la coalition Sam Sakadou. Il est aussi du parti de Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar. Yaya Diallo, intercoalition. Sam Où il y a Sam Sakadou, Takouanou. Oui, mais je vais finir parce qu'on n'a plus du temps. Yaya Diallo du PASTEF en Europe. Et puis, le plus africain. Des Africains. Ouais, des Africains. André Bourgeot, du chercheur au CNRS, qui a marqué aussi de sa participation à cette émission. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. On se retrouve dans un autre numéro du Tumulte, toujours sur Global Africa. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Merci. Merci. Merci.